On vit, je pense, en ce moment un paradoxe. D'un côté, celui d'un soutien populaire massif pour l'action climatique. Et pourtant, dès qu'on a un processus électoral, dès qu'on a un vote, dès qu'on a un moment d'attention politique dessus, alors on a une sanction, un backlash politique comme on le dit. On sait qu'on veut réduire les émissions dans l'ensemble des secteurs, qu'on veut améliorer la résilience de l'ensemble de nos populations dans des contextes très différents. Cependant, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la manière de le faire, que ce soit au niveau national ou que ce soit au niveau international. Et j'ai participé à la Convention citoyenne étudiante. J'étais une étudiante ordinaire qui n'avait pas forcément d'intérêt particulier pour les questions climatiques, au-delà de ce qu'on entend au sein dans les médias. Mais en fait, participer à ce dispositif, ça m'a vraiment transformé moi en fait. Ça m'a donné envie de m'engager sur ces questions, ça m'a permis de comprendre et ça m'a permis surtout de me rendre compte qu'on pouvait être actrice de cette transformation. On a beau faire des actions, on a l'impression qu'on ne fait rien et qu'on ne peut rien faire et donc on peut trier. Donc en fait, le sentiment d'être complètement perdu face à l'ampleur de la tâche et de se dire mais ben voilà, moi je fais quoi là-dedans? On fonctionne dans une démocratie qui veut prétendre faire participer les citoyens, parce que les citoyens ne croient plus à la démocratie, donc ne participent plus, et donc il y a une division qui se crée. Enfin, le sentiment d'impuissance du coup qu'on a vis-à-vis de tout ça crée la fracture finalement, enfin, nous éloigne de ce système politique, au lieu de se dire qu'on peut le changer. Quand on a des sentiments d'impuissance, ça nourrit, je pense, beaucoup des sentiments de frustration, comme on a dit, des ressentiments, et juste une rage qui n'écoute pas à la raison et qui n'écoute pas à la pensée critique aussi. Au lieu de faire des trucs qui vont créer de la division, des actes violents ou quoi, essayer en fait de le plus possible d'être optimiste, de faire confiance au débat, etc. Et en fait d'essayer d'entrer dans le système pour ensuite le changer, tu vois. C'est un numéro d'équilibre, c'est difficile. C'est un numéro d'équilibre, je suis d'accord, mais oui, c'est vrai qu'il faudrait essayer d'y croire. C'est pareil, du coup, on se dit, les écologistes, du coup, c'est juste des fous qui veulent juste revenir à l'âge de pierre, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Il y a aussi ce principe de marginalisation, du coup, des opinions dissidentes, parce que face au sentiment d'impuissance, on va chercher plus loin, et en fait, ça se retourne contre nous au final. Donc c'est très pervers finalement tout ça. La bourgeoisie se radicalise. Exactement. D'abord, on s'est quand même demandé ce que c'est l'urgence environnementale, parce qu'on avait tous un peu des idées, réchauffement climatique, montée des eaux, etc. Mais on s'est dit que ce qui rendait ça justement urgent, c'est que la survie de l'espèce humaine n'était plus assurée. Quand ma grand-mère elle avait 20 ans, c'était déjà un problème. Ce qui est un peu problématique, quoi. Parce qu'aujourd'hui, justement, on parle de cette génération-là comme si c'était une génération qui n'avait pas grandi avec ces problèmes-là. Et que c'était à nous de nous en occuper, entre guillemets, parce que finalement, eux n'avaient pas connu ça. Mais ça fait 50 ans que le réchauffement climatique, c'est dans les mœurs. Quand le trou dans la couche d'ozone, c'était très très voyant. Maintenant, il y a eu un déclic, ça a changé. Là, le déclic a été fait depuis longtemps pour le réchauffement climatique. Qu'est-ce qui peut alors faire office d'un déclic qui fera vraiment changer les choses? Sur des problématiques sociales, il peut y avoir une réponse nationale à ces problèmes. Sur les problématiques environnementales, il n'y a pas le choix, enfin surtout climatiques, ça doit être une réponse internationale. Et vu le contexte international actuel, c'est vrai que ça donne pas beaucoup d'optimisme sur la capacité aux États de se mettre d'accord. Par exemple, là, je pense à quelque chose qui est arrivé il n'y a pas si longtemps. Il y a eu une action devant Matignon, quelqu'un qui a jeté un pot de peinture à l'entrée de Matignon.
Coût des dégâts évalués, 18 000 euros. Coût de l'amende attribuée, 160 000 euros. Des choses comme ça qui font que l'activisme est un petit peu semble compliqué dans la France à Macron. Et ça instaure un peu une peur de faire une action, de dire ses idées haut et fort. C'est une forme d'intimidation. C'est un obstacle. Quand on va en manifestation, même si c'est des manifestations pacifistes, on se retrouve avec des personnes vraiment avec les boucliers, etc. Et ça charge, quoi. Vous avez beaucoup parlé aussi, j'ai l'impression, de polarisation, de fragmentation, colère. Et peut-être pour aller plus loin, pour ajouter un terme à ça, de lutte sociale, presque de lutte des classes, j'ai envie de dire, on se pointe le doigt, chacun dans son coin, mais ça divise, ça polarise des gens. Qu'est-ce qu'on veut comme monde ensemble? Et je suis sûr qu'il y a plein de choses. On veut tous se retrouver. On veut être en bonne santé. On veut vivre longtemps à côté de nos familles, nos amis. On veut une nature qui est belle et dans laquelle on peut aller se promener, à laquelle on a accès. On veut manger des bonnes choses. Et donc, décider de ce monde de manière commune, je pense que c'est un moyen de se rassembler. Donc, c'est une bonne idée, hein, mais comment faire? Juste peut-être interjecter, peut-être que là, le meilleur exemple, le contre-exemple, c'est que c'est très facile aujourd'hui d'imaginer la fin du monde. Imaginer la fin du capitalisme, c'est très simple. On a la version zombie, on a la version catastrophe nucléaire, mais un monde apocalyptique ou post-apocalyptique, ça existe dans plein de représentations. Et c'est réitéré constamment avec de nouvelles productions artistiques, culturelles. Mais ces genres de visions d'avenir, je suis très d'accord avec Romain que je l'en vois rarement sur des questions, disons, optimistes, sur les questions socio-écologiques ou de justice climatique, etc. Et je pense que ça nous aiderait à aller de l'avant. C'est peut-être ridicule de ma part de citer ça comme exemple, mais exemple classique qui parle de cette thématique, 1984, George Orwell, il rappelle dans son livre que la première manière de prendre le pouvoir des individus, c'est de leur prendre leur langage. Aujourd'hui, on vit dans un système capitaliste qui ne veut pas qu'on soit capable d'imaginer un avenir autre. Donc, nous saper de notre capacité créative qui passe par le langage, qui passe par l'art, la littérature, c'est une manière de nous bloquer, de permettre à ceux qui gagnent de l'argent aujourd'hui, qui gagnent au jeu du capitalisme, de continuer à gagner. Et aussi qu'on discrédite pas mal les gens qui se questionnent sur les questions environnementales. Oui, c'est soit genre, non mais ils sont trop jeunes, ils savent pas de quoi ils parlent, ou non mais ils sont juste woke, ou c'est des fous, ils passent des bombes, dans l'être extrême. Donc on les écoute pas parce que c'est des sauvages. Ouais, c'est vrai. Comment donner les capacités. Voilà. Comment donner les clés. Donner les capacités et les clés. Rendre possible cette action. Ouais. Donner les capacités, les moyens de rendre l'action possible. Et là, on a éducation, communication. Éducation, communication. Très bien. Tout ça en 5 minutes. Ça, c'est un plan bien note de synthèse. Ouais, c'est ça. Ça, c'est représentatif des travaux qu'on a fait. Ouais. C'est l'idée de faire. Ok, très bien. Bah voilà. On va passer aux restitutions en plein air. On va faire la restitution de cet après-midi de travaux. Mais déjà, dans la première question, on avait parlé de certains moyens. Le premier, c'est l'éducation. Donc ça inclut des cours à l'école qui est donc commune, sur les enjeux environnementaux. Et un exemple comme les sciences participatives, de dire il faut que chacune soit habilité à comprendre les enjeux et à participer à la création de ce savoir. Et ça permettrait aussi de reconnecter les citoyennes et les citoyens au territoire et à la localité de l'action. Donc sur la question politique de l'enjeu démocratique, disons l'idée principale qui est survenue de nos réponses à toutes et à tous, c'est le besoin d'une restructuration démocratique qui soit compatible avec les enjeux écologiques. On parle de démocratie directe, de délibération directe, on parle de démocratie bottom-up, etc. À l'échelle individuelle, il y a un frein économique à l'action qu'il faut prendre en compte, surtout quand on est sur les bancs de cette école et que pour l'instant c'est un débat fermé.
Et puis il y avait aussi une distance avec les politiciens, avec cette idée qu'il y aurait une élite un petit peu technocratique sourde aux revendications à l'échelle des citoyens, et que ça fomentait vraiment ce sentiment d'impuissance. On parlait aussi beaucoup de la crise démocratique, de la perte de confiance dans les systèmes démocratiques que peuvent avoir les citoyens aujourd'hui, de tout ce que ça engendre dans la confiance des gouvernements, dans la confiance des politiques qui seront mises en place, et donc regardant les politiques environnementales, par exemple. Donc maintenant, moi, je vais aller avec des collègues à la COP dans quelques semaines. On a organisé un nombre d'assemblées assez relatif cette année. On va être au-delà de 60. L'objectif, c'est que d'ici l'année prochaine, il y en ait 10 000, et que d'ici 2028, quand il va y avoir cette grande discussion qui s'appelle le bilan mondial, l'objectif, c'est qu'il y ait 1 million de personnes qui puissent participer, au moins. C'est en multipliant ces conversations, en apportant ces arguments de façon répétée, venant de 1000 endroits différents du monde, avec des origines et des situations spécifiques très différentes, qu'on arrivera à faire bouger les lignes, qu'on arrivera à pousser les politiques à entendre, commencer par écouter, puis entendre, puis ensuite peut-être apporter des réponses. Donc c'est pas les lendemains qui chantent sont pas tout de suite demain, mais merci à vous de conduire ça, d'être les leaders de ça, et surtout votre génération, de pousser les générations d'avant qui ont du mal à mettre les leviers en place pour pouvoir vous construire une transition méritée. Donc merci à tous.